Madame, Monsieur, je vous souhaite la bienvenue pour ce point presse qui va vous présenter la stratégie cantonale mise en place pour la gestion de la période post-confinement de la pandémie Covid-19 en matière de dépistage et de traçage des contacts. Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen an unserer Medienkonferenz im Hinblick auf die Lockerung der Corona-Maßnahmen und in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Bundes haben die kantonalen Gesundheitsbehörden eine neue Test- und Contact-Tracing-Stratégie geplant. M'accompagne pour ce point presse le chef de l'organe de conduite sanitaire, le Dr Thomas Plattner, la doctoresse Stéphanie Boischaburdi, médecin cantonal, et le docteur Vincent Ribordi, médecin-chef des urgences HFR. Je vais passer tout d'abord la parole au docteur Plattner qui va nous faire un bref bilan de la situation sanitaire cantonale. Merci beaucoup, Madame la Présidente du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres de la presse. La situation sanitaire concernant le Covid peut être considérée comme calme, je dirais. Wir haben total im Kanton getestet 1115 Fälle. Seit gestern 8 neue Fälle sind hinzugekommen. Wir haben leider 80 Todesfälle zu beklagen, keine neuen Todesfälle seit gestern. Au niveau du système hospitalier, nous avons actuellement 30 cas avec le diagnostic Covid qui sont hospitalisés, dont 5 aux soins intensifs. Au HFR, on avait dû déplorer 36 décès, mais on a pu guérir 134 Personen. In den Altersheimen haben wir zurzeit gemäß unseren Informationen 32 positive Fälle und in den Altersheimen mussten wir 43 Todesfälle beklagen. Malgré le fait que nous sommes toujours dans une phase de plateau concernant l'épidémiologie du Covid, nous continuons, le canton continue à mettre en œuvre, en place sa stratégie aussi dans la phase de déconfinement. Cette stratégie se fonde sur 3 piliers. Le premier, c'est le renforcement du système sanitaire, donc prévoir suffisamment de lits et de ressources en personnel, matériel, médicaments au niveau du système hospitalier pour prendre en charge des patients Covid, notamment en soins intensifs, pour faire face à une nouvelle Vague. Also wenn eine neue Welle kommen sollte aufgrund der Lockerungen der Confinement-Maßnahmen, wird das Spital bereit sein, diese zu versorgen. Le deuxième pilier, c'est le testing, le tracing. C'est la raison pourquoi on se réunit aujourd'hui. Je ne vais pas aller dans les détails, on va tout vous expliquer concernant ce pilier-là tout à l'heure. Le troisième pilier reste la communication, le conseil et les recommandations. Donc, le canton va continuer d'approvisionner la population et les institutions de soins, nos partenaires, les professionnels de la santé avec des informations et recommandations pertinentes pour se protéger contre l'épidémie. Was weiterhin immer noch gilt, auch in der Phase des Dekonfinements, sind die allgemeinen Regeln, die die Bevölkerung einhalten soll, also die Distanz wahren, zu Hause bleiben, wenn man krank ist, die seit langem propagierten Maßnahmen. Merci beaucoup. On le voit bien à l'aune des chiffres qui viennent de vous être présentés que la situation a positivement évolué ces derniers temps. Nous devons toutefois toutes et tous être conscients que cela ne signifie pas la fin proche de la pandémie et nous nous préparons dans cette optique à une gestion dans la durée. Au vu de la diminution du nombre de cas, l'Office fédéral de la santé publique a adapté sa stratégie. Il élargit le champ des personnes éligibles pour les tests à l'ensemble des personnes présentant des symptômes et exige des cantons qu'ils commencent au plus tard dès lundi prochain avec un traçage des contacts. Dans la première phase de pandémie et au vu de l'augmentation du nombre de situations, la stratégie de la Confédération a été de confiner un maximum de personnes. Aujourd'hui, on l'a vu, le nombre de personnes affectées diminue et afin de pouvoir accompagner les phases de déconfinement et aussi éviter un nouveau pic de la pandémie, nous allons vous présenter la stratégie du canton qui est en cohérence avec celle de la Confédération et qui se décline de la manière suivante. Nous allons ouvrir dès lundi
4 centres de dépistage rapide, ce qui permettra à un nombre plus important de personnes de se faire dépister sur plusieurs sites du HFR après avoir vérifié leur éligibilité sur un Corona-Check en ligne qui vous seront présentés tout à l'heure. 2 dieser Zentren befinden sich in Merlach und in Tafers. Ce dépistage rapide s'adresse à des personnes qui présentent des symptômes légers ne nécessitant pas de consultation médicale. Les personnes vulnérables et ou avec symptômes sévères doivent continuer de s'adresser à leur médecin traitant ou au médecin de garde. En parallèle, nous débutons dès lundi également un traçage de toutes les personnes qui ont été en contact rapproché avec des personnes testées positives. Ceci devrait nous permettre, autant que faire se peut, de contenir la propagation du virus. Je vais maintenant passer la parole à la doctoresse Bois-Chaburdi, médecin cantonal, pour la présentation de la stratégie de dépistage. Oui, merci Madame la conseillère d'État, Mesdames, Messieurs. Donc, on l'a dit jusque-là, les tests étaient limités aux personnes bien sûr symptomatiques qui étaient vulnérables ou des personnes personnels de santé, donc on contacte eux avec des personnes vulnérables. Ce qui nous est demandé par l'OFSP maintenant, c'est d'élargir ces tests à l'ensemble des personnes symptomatiques. Le but en fait, c'est de les détecter précocement, donc le plus vite possible, et puis de manière complète. Donc c'est pour ça qu'on a besoin maintenant de tester l'ensemble de la population symptomatique. Donc pour rappel, les symptômes qui sont les symptômes d'éligibilité à un test sont des symptômes d'infection aiguë des voies respiratoires tels que toux, maux de gorge avec ou sans fièvre, ou bien un symptôme donc très particulier à ce coronavirus qui est cette perte de goût et d'odorat. Donc c'est les deux choses qui feront que vous pourrez être éligible à avoir ce test. C'est vraiment, on teste vraiment que les personnes symptomatiques. Les personnes asymptomatiques ne sont pas testées. Les personnes vulnérables, Madame la conseillère d'État l'a dit, soit celles qui ont des autres maladies, des autres comorbidités, ou bien qui ont plus de 65 ans, de même que les enfants. Ce qu'on leur demande, en fait, c'est de continuer à faire ce qui se faisait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire d'appeler leur médecin traitant ou le médecin de garde. C'est eux déjà qui pourront aussi bien évaluer leur état de santé et puis les rediriger ensuite s'ils jugent que c'est un possible cas Covid vers une des filières pour avoir une consultation médicale et un test de dépistage. Pour les personnes qui sont en bonne santé, donc les adultes en bonne santé, qui présenteraient des symptômes, on va dire, légers, donc pas une personne qui est sévèrement atteinte, où là, bien sûr, on voudrait qu'elle ait aussi une consultation médicale, donc à ce moment-là, elle devrait suivre, on va dire, la voie traditionnelle. Donc une personne qui aurait des symptômes légers, qui est en bonne santé habituellement, peut, en fait, pourra s'inscrire sur une plateforme web où elle rentrera ses coordonnées administratives, elle dira qu'est-ce qu'elle a comme symptômes, etc. Donc elle aura un questionnaire à remplir et ensuite, si elle est éligible au test, elle recevra une confirmation comme quoi elle peut se présenter dans une des filières avec voie rapide. Donc à ce moment-là, le lieu où elle doit se présenter lui sera communiqué. Le but, en fait, de cette prise en charge accélérée avec ce système informatique, c'est bien sûr d'accélérer le processus administratif, de permettre que ça aille un peu plus vite, aussi de ne pas surcharger les professionnels de la santé avec des consultations médicales qui seraient pas nécessaires. On l'a dit, donc depuis plusieurs jours, la situation au niveau des cas positifs, elle est stable. On voit que ça varie. Aujourd'hui, on en avait 8, hier, on en avait 3. Il y a eu, voilà, ça fait des petites vagues, mais on reste ces derniers jours, depuis quelques jours, en dessous des 10 cas, ce qui est une bonne chose. On va suivre, bien sûr, avec attention l'évolution maintenant de ces cas positifs, avec cet élargissement du dépistage, et puis, bien sûr, avec aussi les premières mesures de déconfinement, voir ces prochains jours, est-ce qu'on arrive à rester sur des nombres de nouveaux cas positifs bas, enfin, on l'espère, et qui nous permettra, donc je le présenterai tout à l'heure, ensuite de faire ce traçage, donc ces enquêtes d'entourage. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole au Dr Vincent Ribordy qui gère les divers centres de dépistage du HFR. Alors peut-être 2 mots sur l'organisation du dispositif. Nous avions dû, au début de l'épidémie, de la pandémie Covid, organiser les services d'urgence afin de
prendre en charge non seulement les patients avec des urgences ordinaires, mais aussi les patients avec des urgences Covid. Et puis pour ce faire, nous avions réalisé des filières parallèles afin d'éviter ou de gérer la problématique du risque de contamination entre les patients depuis la salle d'attente jusque dans les salles de soins. C'était très important. Donc c'était assez naturel et logique de baser ces centres de dépistage sur les filières Covid déjà existantes dans les services d'urgence. Ainsi, il y en a une à Fribourg, une à Tafers, une à Mérier et une à Ria. Certaines structures privées libérales organisées par des médecins traitants offriront encore une possibilité de test. La particularité de ces filières, comme ça a été dit, c'est qu'en amont, il y a ce Corona Check, ce qui fait qu'au moment où le patient se présente, on peut procéder rapidement à une vérification de l'identité, de la situation, et puis procéder au frottis, puis ainsi réaliser un grand nombre de frottis. Ce qui est important, c'est que les personnes comprennent bien qu'il s'agisse d'un test diagnostique. Donc ça ne donnera aucun renseignement sur est-ce que j'ai eu la maladie dans le passé, est-ce que je suis protégé par la suite. Donc c'est important que les personnes comprennent que ce test n'a de sens uniquement si on a des symptômes. Voilà, je pourrais vous donner par la suite plus de renseignements si vous avez des questions de détail. Mais schématiquement, on va être prêt dès aujourd'hui à fonctionner, à faire démarrer ces filières rapides Covid. Merci beaucoup. Donc pour la plateforme, nous avons collaboré avec l'OFAC, avec lesquels nous avons pu disposer de la plateforme Habilis. Donc c'était pour nous effectivement un grand avantage de pouvoir, d'une manière générale, pouvoir gérer l'éligibilité des personnes par voie électronique. Dire aussi que lorsque le résultat viendra, dans les 48 heures, on va recevoir un résultat. S'il est positif, on reçoit un téléphone. Si le résultat est négatif, on sera informé soit par SMS, soit par mail. Donc on a essayé de pouvoir procéder à ces tests de la manière la plus efficiente possible. Je vais passer maintenant la parole à la doctoresse Boischa-Burdi qui va nous présenter la stratégie de traçage. Oui, merci. Donc, depuis lundi 11, il est demandé par l'OFSP qu'on introduise, maintenant on rentre en fait dans une phase d'endiguement. Donc le but, c'est maintenant d'identifier vraiment toutes les chaînes de transmission. C'est en fait ce qu'on faisait déjà début mars quand on a eu les premiers cas. Donc on retourne à cette situation de début mars où le but, c'est vraiment d'interrompre un maximum toutes les chaînes de transmission. C'est pour ça qu'on veut tester plus largement, c'est-à-dire pour attraper tous les cas positifs et après pouvoir les contacter et voir avec qui ils ont été en contact. Donc si je rentre dans le détail, le contact étroit maintenant pour une personne qui était positive ou qui avait des symptômes, ce qu'on demandait aux gens, c'est si vous êtes malade, vous restez à la maison et l'entourage, les personnes qui vivent sous le même toit que vous doivent aussi rester à la maison. Maintenant, la définition de ce qu'on appelle justement le contact étroit va être élargie, donc ce ne sera plus uniquement les personnes qui vivent sous le même toit que la personne malade qui devront rester chez eux. On va faire ce qu'on appelle des enquêtes d'entourage. Donc le cas positif qui nous sera communiqué par le laboratoire, on l'appellera et on cherchera en fait à tracer toutes les personnes qui ont été en contact avec lui dans les 48 heures, depuis les 48 heures avant le début des symptômes. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'a pas encore de symptômes, donc on peut imaginer qu'il a eu des contacts, soit avec des collègues de travail, soit avec des amis pour un repas, etc. Donc la personne positive, elle sera appelée par la Ligue pulmonaire avec qui nous collaborons, qui va en fait informer cette personne qu'elle doit rester en isolement. Donc concrètement, ça veut dire qu'elle doit rester chez elle, qu'elle doit prendre des mesures particulières sous son toit, ne pas être en contact avec les autres membres de la famille, si possible s'isoler dans une pièce à part s'il y a, avoir les mesures d'hygiène, de lavage des mains, etc. Donc ça, c'est ce qui va se passer pour le cas positif. On va lui demander de rester dans ce qu'on appelle justement l'isolement, minimum 10 jours depuis le début des symptômes. Et ce qu'on demande en tout cas, c'est qu'il reste après, en tout cas 48 heures sans symptômes,
avant de pouvoir ensuite retourner au travail ou avoir de nouveau des contacts avec d'autres personnes. Ce qu'on remarque, c'est que les personnes positives au Covid ont souvent, enfin si elles sont assez sévèrement atteintes, elles ont des symptômes qui durent plus longtemps que 10 jours, donc c'est vraiment important de respecter pas uniquement les 10 jours, mais également les 48 heures après la fin des symptômes. Donc ça c'est pour la personne positive, et puis pour les personnes qui auraient été en contact avec elle, donc soit les personnes sous le même toit, soit les personnes qui auraient été pendant plus de 15 minutes à moins de 2 mètres de cette personne-là, ils vont être en fait appelés pour être mis en quarantaine. Donc c'est des personnes qui ne sont pas forcément symptomatiques, qui peuvent être asymptomatiques, mais on va leur demander pareil de rester à la maison et d'observer toutes les mesures d'hygiène, et bien sûr si elles développaient des symptômes à ce moment-là, d'aller faire un test, voir si elles ont été contaminées, puis à ce moment-là on les considérerait, si elles sont positives, comme une personne positive, et pareil on regarderait avec combien de personnes elles ont eu contact. Peut-être pour vous donner un exemple un peu concret, on imagine une personne qui, dès la réouverture des restaurants, va manger avec 3 de ses collègues, donc à une même table, ils sont à moins de 2 mètres, plus de 15 minutes, et qui vit avec sa famille. Donc si cette personne elle est positive, on va appeler les 3 collègues avec qui il a mangé au restaurant et leur dire vous devez rester à la maison pour 10 jours, surveiller votre état de santé, et puis le cas échéant, si vous développez des symptômes, allez vous faire tester. Alors il faut s'imaginer qu'en fait c'est un travail conséquent. On a encore actuellement, par exemple typiquement aujourd'hui, on a encore 8 cas positifs. Donc ce qu'on estime, c'est qu'un cas positif en mode, on va dire, semi-confinement aurait vu à peu près 8 personnes. En temps normal, c'est les estimations début mars, une personne positive voit environ 20 personnes, donc dans la définition moins de 2 mètres plus 15 minutes. Donc ça fait autant de personnes en fait à retrouver, donc avoir leur contact, pouvoir les appeler et puis à mettre en quarantaine. Ce qu'on a estimé actuellement pour faire ce travail 7 jours sur 7 avec 10 cas positifs par jour, c'est une quinzaine d'EPT. Donc c'est pour vous montrer un petit peu le volume du travail. Ce qu'on souhaite bien sûr, c'est d'avoir une grande, on va dire, responsabilité individuelle, comme les gens l'ont déjà bien fait jusque-là, mais d'autant plus. Donc vraiment que non seulement les cas positifs, mais toutes les personnes qu'on aura mis en quarantaine suivent vraiment les règles qu'on les incite à suivre, qu'on leur pose, et qui respectent strictement les mesures d'hygiène et de distance sociale. C'est comme ça qu'on a une chance de pouvoir, si ce n'est stopper la chaîne de transmission, au moins atténuer tout ce qui est possible. Pour cette tâche, je précise juste encore, on va avoir un soutien logiciel. En tout début mars, quand on le faisait avec nos premiers cas, on l'a fait sur des fichiers Excel. On se rend très vite compte en fait de la difficulté de suivi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent travailler sur les mêmes plateformes. Donc on va travailler dès que possible avec un logiciel qui a été développé par l'OMS, qui est déjà utilisé par exemple pour Ebola, qui a aussi qui a été adapté aussi pour pouvoir être utilisé pour ce coronavirus. Donc on va démarrer ce nouveau chantier lundi, et voilà, je répète encore une fois qu'on compte vraiment sur la responsabilité individuelle de chacun pour nous aider dans cette tâche. Merci beaucoup. Peut-être en complément, juste rajouter qu'évidemment, si la personne qui reste à la maison voit sa situation se dégrader, elle doit s'adresser à son médecin. Autrement, nous avons prévu encore de les appeler par 2 fois durant la durée de quarantaine ou d'isolement, c'est-à-dire au 5e jour et au 10e jour. Il y aura un contact qui sera pris pour s'assurer du suivi de la situation puis de l'état de santé de la personne. Le logiciel que nous avons de l'OMS nous permettra aussi de faire un certain nombre d'analyses pour identifier peut-être des endroits où on aurait une flambée. Donc ça va nous permettre vraiment de pouvoir essayer vraiment d'endiguer ce virus autant que faire se peut. Comme vous avez pu le constater, la gestion de cette épidémie demande des efforts conséquents d'organisation, même avec un nombre de cas
cas en baisse. La stratégie qui est mise en place dans le canton est le fruit d'une collaboration entre les différentes directions de l'État sous l'égide de l'organe cantonal de conduite sanitaire. Et je relève que les retours que nous avions eus lors du traçage du début de l'épidémie étaient positifs. Madame Boischaburdi l'a relevé. C'est-à-dire que les personnes que nous avions contactées et mises en quarantaine respectaient dans l'immense majorité des situations les contraintes qui leur étaient imposées. Depuis le début de cette crise, nous avons pu compter sur des Fribourgeois et des Fribourgeoises qui ont relevé le défi de la responsabilité individuelle. Je suis convaincue que cela continuera d'être le cas. Nous devons toutes et tous apprendre à vivre avec ce virus et surtout aussi de continuer à respecter les règles barrières. Voilà, c'est à cette remarque que nous répondons volontiers à vos questions. Une question peut-être pour le professeur Ribordi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça va ressembler ces filières rapides pour les personnes qui vont arriver? On a vu que dans d'autres cantons, il y avait par exemple des drive-in, les gens restaient dans la voiture. J'imagine que ce n'est pas forcément le cas ici. Si je peux juste anticiper, donc on a étudié le scénario de driving, il y a différentes variantes qu'on a analysées et au vu du fait que nous avions déjà les filières Covid, nous avons privilégié de travailler avec des filières rapides en coordination avec le HFR et je laisse M. Ribordi expliquer comment ça va se passer concrètement. Alors pour répondre à votre question, on peut imaginer le fonctionnement sur... on ne vient pas avec sa voiture, mais on vient à pied, donc ça va être un walk-in, si on veut garder l'anglicisme. Mais le principe est le même, c'est-à-dire que le processus se fait assez rapidement pour réaliser un frottis. Ce qui est important, c'est que le frottis soit de bonne qualité, parce que nous avons appris que les frottis réalisés trop vite et pas assez profonds diminuent la performance du test. Donc on devra quand même organiser de sorte que le patient soit pris en charge assis, puis que le frottis soit réalisé par quelqu'un qui a eu une instruction pour réaliser ce frottis. Puis d'un point de vue du processus, on compte que ça va nous prendre entre 5 et 10 minutes par cas. La première partie pour passer un lecteur sur un code barre, obtenir l'identité qui a préalablement été renseignée dans le système, ainsi que l'indication au frottis. Et puis ensuite, on passe à la partie technique où le frottis est réalisé. Donc il s'agit de passer un écouvillon dans la bouche sur les amygdales et ensuite dans la cavité nasale. Et puis, il faut imaginer que la tige, elle va entrer environ 5 à 10 cm jusqu'au pharynx pour obtenir un prélèvement de qualité qui va permettre ensuite de réaliser le test diagnostique. Et là, encore une fois, je me répète, c'est important de comprendre qu'il s'agit d'un test diagnostique. Donc, il va uniquement renseigner si on est en présence de la maladie à ce moment-là, au temps T, et ça ne donne aucun renseignement. Est-ce que je l'ai eu dans le passé ou bien est-ce que je risque de l'avoir dans le futur? Peut-être juste préciser encore qu'on est parti au début sur un ordre de grandeur en moyenne de 150 tests par jour avec une possibilité d'augmenter le nombre de tests. Pardon. Oui, M. Godiano. Oui, juste une question par rapport aux enquêtes d'entourage. On a vu que dans certains cantons, Neuchâtel, pour ne pas le citer, ils allaient se faire donner un coup de main par la police qui maîtrise les techniques d'investigation. Est-ce que sur Fribourg, vous pourriez y recourir ou ça n'a pas été envisagé ? Non, alors c'est un choix que nous n'avons pas retenu. C'est d'abord des enquêtes de santé, donc qui sera effectué par du personnel formés à ces questions-là. Par contre, ce que nous avons convenu, peut-être je laisserai M. Pugin répondre, c'est que la police puisse, le cas échéant, nous appuyer peut-être dans la formation et puisse intervenir après. M. Pugin, si vous voulez bien poursuivre la réponse.
Alors effectivement, pour répondre à votre question, la police va appuyer les services de santé en fait, de son expérience dans le cadre de la formation, de comment est-ce qu'on gère une enquête, de quelle manière est-ce qu'on procède pour arriver à définir et identifier l'entourage des personnes. Donc c'est vraiment un appui par un partage d'expérience et de compétences en la matière, mais la police ne fera pas d'enquête là-dessus. Oui, Monsieur Henny. Est-ce qu'il y aura un contrôle si les personnes de l'entourage restent à la quarantaine ou pas? Alors on aura des contacts téléphoniques avec les personnes qui sont mises en quarantaine. Madame la conseillère d'État l'a dit, on va les appeler de manière régulière. Ce qu'on va pouvoir aussi identifier lors du premier contact téléphonique, c'est la compliance des gens, voir si c'est des gens qui potentiellement auront un peu plus de peine, auront plus de peine peut-être à comprendre. Donc ces gens-là, on pourrait imaginer les appeler plus souvent. Après, il n'est pas prévu à l'heure actuelle d'aller chez les gens pour contrôler qu'ils soient bien chez eux. En complément, on voit que depuis le début de la crise, la population fribourgeoise a été particulièrement coopérante et on part de l'idée que ça va continuer d'être le cas. Je vous rappelle qu'on a une hotline de santé qui répond à différentes questions. Elle va être couplée avec la hotline testing tracing. Donc on sera aussi à disposition sur la hotline pour répondre aux questions. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, évidemment si la personne voit son état de santé se dégrader, elle doit immédiatement prendre contact avec un médecin. Mais on n'aura pas un Securitas devant chaque maison fribourgeoise. Si vous permettez un complément à ça, alors jusqu'à maintenant il y a des amendes si on ne respecte pas les 5 personnes, les 2 mètres dans les parcs, etc. Il y a des amendes. Alors quelqu'un de l'entourage qui ne respecte pas la quarantaine, qu'on voit bien, est-ce qu'il y a aussi la possibilité de donner des amendes ou... Alors oui, s'il y a un fait avéré, il peut y avoir une enquête pénale et là je laisse M. Pugin à nouveau répondre pour la suite. Voilà, donc pour compléter, effectivement, uniquement en cas de fait avéré, la police pourra agir dans le cadre légal qui lui est donné. Et en matière d'infraction, le non-respect d'une quarantaine ou d'un isolement prononcés par les autorités peuvent, au sens de la loi sur les épidémies, conduire à une amende jusqu'à 5 000 francs. Merci Madame Boichat. Peut-être si vous voulez compléter sur le fait que les personnes reçoivent un certificat médical. Oui, alors en fait, pour les personnes qui seront mises en isolement, les personnes qui sont mises en quarantaine, c'est une décision du médecin cantonal, donc elles recevront cette décision par écrit également. Alors ça leur permettra aussi de se justifier par rapport à leur employeur, par exemple. Même les personnes malades, les personnes de l'entourage qui ne seraient pas malades, et puis que vous contacteriez et qui devraient rester à la maison? Les personnes en quarantaine reçoivent également ce papier, oui. Une question sur la règle des 2 mètres et 15 minutes. Si vous êtes à 1,80 m de quelqu'un pendant 14 minutes 30, est-ce que vous êtes totalement sûr de ne pas être infecté ou est-ce qu'il a bien fallu mettre une limite quelque part, tout simplement? Oui, c'est vrai que dit comme ça, on se dit mais comment c'est applicable? Concrètement, quand on fait les enquêtes d'entourage, c'est assez facile en fait d'identifier. Donc c'est vraiment les personnes, que ce soit les collègues de travail ou les amis avec qui on aurait partagé un repas. Au final, ça marche assez bien en fait. Mais c'est clair qu'on mesure pas et on n'est pas en train de regarder la montre non plus, bien sûr. Et puis en parallèle, ce qu'on aimerait bien rappeler quand même, c'est qu'il faut continuer de respecter cette notion des 2 mètres tout le temps pour éviter de se retrouver dans cette situation. Ou alors, oui, c'est vraiment un ensemble de mesures. Hein. Monsieur Henny, je crois. Peut-être encore une question de compréhension. Madame Boichat, vous avez mentionné les symptômes légers, vous avez mentionné tous
le cou qui fait mal, plus encore perdre le sens du goût. Est-ce que j'ai bien compris, il faut les trois, par exemple, tous, plus l'autre, ou bien un de ces plusieurs symptômes, ça suffit? Non, alors le premier critère, c'est des symptômes d'infection aiguë des voies respiratoires. Donc tout maux de gorge avec ou sans état fébrile ou douleur musculaire, des choses comme ça. Ou bien une perte de goût et d'odorat. Donc il n'y a pas besoin de cumuler le tout. Donc l'un ou l'autre en fait suffit à être éligible. Vous téléchargez l'application Abilis Corona Check. Et puis, vous avez un questionnaire à remplir en ligne. Vous mettez vos coordonnées, vous mettez les symptômes pour lesquels vous souffrez. Et puis, le système va vous dire si vous pouvez aller à un centre de dépistage rapide. Donc, vous allez recevoir un bon qui vous dit vous pouvez aller faire un test rapide, puis en fonction de votre numéro postal, vous serez dispatché sur un des 4 centres de dépistage rapide. Et peut-être ce qu'on n'a pas précisé, c'est que M. Ribordi a parlé du premier contact. Évidemment, si au premier contact, on s'aperçoit que la personne, ce n'est pas un symptôme léger ou que ça pourrait être une personne vulnérable, elle serait dirigée sur la filière normale Covid. L'idée, c'est évidemment pas de voir des situations s'aggraver, c'est vraiment pour toutes les... On a eu jusqu'à maintenant beaucoup de personnes qui pensaient, enfin qui avaient l'impression d'avoir les symptômes et qui ne pouvaient pas faire le test. Maintenant, on veut vraiment que la personne qui pense qu'elle a le coronavirus, qui puisse être sûre que si elle l'est, elle reste à la maison ainsi que ses proches. C'est vraiment un changement de stratégie. Monsieur Godiano. Que le fait, enfin, est-ce que ça ne pose pas un problème parce qu'il n'y a pas un risque, parce que les personnes qui vont mener les enquêtes ne sont pas des personnes. Ok. Alors excusez-moi, je reprends tout. Donc oui, donc j'ai un député qui se demande si ça ne pose pas un problème parce que les personnes qui vont mener l'enquête ne sont pas des personnes assermentées. Donc les enquêtes de proximité. Les enquêtes de proximité, donc là au niveau des enquêtes, c'est peut-être Madame Boischaburdi ou Madame la Présidente. Alors les personnes qui vont mener les enquêtes d'entourage sont des infirmières de la Ligue pulmonaire qu'on mandate déjà pour les enquêtes quand on a des cas de tuberculose, donc pour vous donner de la manière dont on collabore habituellement avec elles. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Madame Loper, je crois, par WhatsApp. Oui, alors ich habe eine Frage von Radio Freiburg. Könnten Sie noch einmal auf Deutsch erklären, was genau das neue Element der Strategie ist im Vergleich zum Beginn der Pandemie? Peut-être Monsieur Plattner? Ja, ich kann das kurz erklären. Wie gesagt, hatten wir bisher testete man Personen, die eine ärztliche Versorgung benötigten, die schwere Symptome hatten, und Personen aus dem Gesundheitssystem, dem Gesundheitswesen, die Symptome haben und in Kontakt waren mit Risikopersonen oder eben bestätigten Corona-Fällen. Was jetzt neu ist in der Strategie, ist, dass jede Person, die entsprechende Symptome hat, sich über diese Online-Plattform Abilis einmal diesen Check machen kann, um zu schauen, ob sie sich testen lassen sollte oder nicht. Also das ist jede Person, die Husten und Fieber hat zum Beispiel oder andere Symptome, die auf eine Infektion mit dem Virus hindeuten, können sich jetzt testen lassen mit dem Ziel, dass alle Personen mit dem Virus entdeckt werden und man diese zu Hause isoliert, damit sie keine weiteren Personen anstecken. Und wir gehen noch weiter, indem dass wir bei diesen Personen anrufen und schauen, ob sie mit anderen Personen Kontakt hatten. Das wären dann sogenannte enge Kontaktpersonen. Und diese würde man dann
in eine Quarantäne setzen. Das heißt, das sind dann Personen, die nicht zwingend symptomatisch sind, aber in Kontakt waren mit einer positiven Person und die würden dann in Quarantäne gesetzt, damit diese keine anderen Personen anstecken. Das ist die Veränderung zur bisherigen Strategie in einigen Worten auf Deutsch. Mit dieser neuen Strategie, schweizweit, aber auch umgesetzt im Kanton, geht man davon aus, dass die offizielle Anzahl an positiven Fällen wieder nach oben geht? Ich denke, das ist, was wir erwarten, ja. Wir hoffen, dass jetzt eben die Personen, die symptomatisch sind, es ist ganz wichtig zu betonen, wir testen nur symptomatische Personen. Es hat keinen Sinn, jemanden zu testen, der keine Symptome hat. Aber das Ziel ist es, die symptomatischen Personen zu erfassen und wir gehen davon aus, dass die positiv getesteten Fälle, dass diese zunehmen werden im Kanton, ja. Oui, Madame Laupert. Alors j'ai une question de Radio Fribourg, Julien Verdon. D'une manière générale, les autorités de notre pays, du canton, disent que ce n'est pas obligatoire de porter un masque. Ce matin, dans la presse, le canton de Fribourg dit que porter un masque, une bonne mesure complémentaire. Deux questions par rapport à ça, donc ça n'a pas directement un lien avec notre conférence de presse, mais est-ce qu'il y a là un double discours qui brouille le message concernant les masques? Peut-être Madame Boichat. Oui, le port du masque fait débat depuis début mars. Il doit vraiment être priorisé aux personnes qui ont des symptômes et au personnel de santé. Après, il y a des directives qui peuvent être données, notamment pour les transports publics ou pour les endroits où on n'arrive pas à maintenir les distances sociales ou les mesures d'hygiène. C'est vraiment dans ce cadre-là qu'il faut les prioriser. Si j'ose donner un commentaire supplémentaire, je pense qu'il n'y a pas de double discours. C'est une mesure complémentaire, tout simplement. Tout comme on ne va pas opposer la distance avec d'autres gestes barrières, c'est un ensemble de mesures qui peuvent être complémentaires. Et puis dans certaines situations, le masque est tout à fait efficace et bienvenu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les porte à l'hôpital. Et puis peut-être encore une deuxième question de M. Verdon, également en rapport avec les masques. Est-ce que l'État ne veut pas d'obligation car tout simplement, il n'y a pas assez de masques en ce moment? Alors, ce n'est pas une question de pénurie ou de masques, puisqu'on a plus de 10 millions de masques en stock. Simplement, c'est une question, comme ça a été relevé, il n'y a pas de nécessité dans toutes les situations de porter des masques. Si on respecte vraiment les règles barrières, les 2 mètres, se laver les mains, il n'y a pas besoin de masques. Ceci dit, si on ne peut pas respecter ça, on prend l'exemple peut-être des transports publics, à ce moment-là, il pourrait y avoir besoin d'un masque si on est dans un bus bondé à midi. Donc je crois que c'est une question plutôt d'appréciation de cas en cas. Oui, madame. Oui, juste pour revenir au test, vous avez dit qu'avec ce nouveau dispositif, on pourrait en faire jusqu'à 150 quotidiens. Actuellement, on fait combien de tests en moyenne quotidiennement ? Peut-être je prends la parole pour répondre. Jusqu'à présent, on a eu un nombre de tests qui était un peu le reflet de l'évolution de la maladie. C'est vrai qu'au début, on a eu des pics avec uniquement sur le centre de Fribourg jusqu'à 70 par jour. Ensuite, c'est tombé, il y a eu des jours à 0. Ensuite, là, on est de nouveau à une dizaine par jour sur le site de Fribourg. Ça. Et maintenant qu'on va élargir les critères à tous les symptômes, on s'attend à augmenter le nombre de cas, mais c'est difficile de prédire combien. Et ces 150 correspond à une capacité initiale sur l'ensemble des points. Et puis, si besoin, on pourra monter en puissance pour augmenter cette capacité. Et peut-être juste encore, pourquoi avoir attendu jusqu'à maintenant? Pourquoi pas avoir lancé cette politique de test élargie plus tôt?
On a suivi les recommandations de la Confédération. Donc jusqu'à maintenant, on ne testait que les personnes vulnérables avec symptômes. Maintenant, il y a une adaptation de la stratégie en lien avec les phases de déconfinement. On ne souhaite pas revenir à une situation où il faut revenir au point de départ où on a confiné beaucoup de monde, mais plutôt de mettre en isolement ou en quarantaine toutes les personnes qui sont testées positives ou qui ont été en contact avec des personnes testées positives. Donc c'est maintenant un changement d'ordonnance depuis la semaine passée de la Confédération. On a un délai jusqu'à lundi pour mettre en place. On travaillait déjà depuis quelques semaines sur ces questions, mais évidemment c'est beaucoup de travail pour mettre en place ce qu'on vous présente là, pour être opérationnel tout de suite. Il faut dire aussi que c'est un engagement financier puisque les tests sont à charge du canton et que l'ensemble de ce qu'on vous présente aujourd'hui, testing et tracing, c'est un montant de l'ordre de 5 millions pour 6 mois. J'ai encore une toute dernière question, parce que vous parlez bien des tests diagnostiques. Les tests d'immunité, ça, c'est pas à l'ordre du jour? Non, pas encore. C'est une question importante parce que c'était le sens de mon intervention tout à l'heure. Le test diagnostique n'est pas un test d'immunité et puis ces tests ne sont pas encore disponibles dans une stratégie à large échelle. Possiblement que ça viendra, mais ce n'est pas encore le cas. Et puis pour préciser encore la réponse par rapport à votre question précédente, c'est important de considérer que maintenant on est un peu plus près par rapport à cette maladie. Si on compare la situation au début où nous étions tous surpris, et il faut aussi comprendre que pour réaliser ces tests, il y a toute une chaîne logistique avec une capacité à assumer. Puis au départ, c'était tout simplement impossible à répondre largement. Donc on s'est concentré sur les cas les plus importants. Et puis maintenant qu'on a pu se préparer, qu'on est avec une capacité plus importante, eh bien on peut améliorer la stratégie. Monsieur Henny? Encore un petit détail peut-être, mais ça c'est un système ou bien une stratégie cantonale. Maintenant, si je m'imagine, il y a beaucoup de gens qui travaillent peut-être ensemble avec des Bernois ou bien des Vaudois. Alors si maintenant il y a un cas confirmé et puis ses collègues de travail, on doit mettre à la quarantaine, est-ce que vous avez la possibilité de faire ça aussi pour une personne de notre canton? Oui, alors ça nous est déjà arrivé début mars, donc on se retrouve rapidement à avoir des cas positifs qui ont eu des contacts avec des personnes d'autres cantons voisins. Donc ce qu'on fait dans ces cas-là, mais c'est plus une logique, on va dire, sanitaire de prise en charge, parce que chaque canton a après ses référents sanitaires de quel numéro vous devez appeler. Donc quand on a des cas en quarantaine, qui doivent être mis en quarantaine dans d'autres cantons, on les réfère en fait à nos voisins, aux médecins cantonaux et des cantons concernés. Madame Lauper. Ja, ich habe noch eine Frage von Radio Freiburg für die Polizei. Wird die Polizei in nächster Zeit sichtbarer unterwegs sein, um zu überprüfen, ob sich die Leute weiterhin an die Abstandsregeln halten, auch im Hinblick auf kommenden Montag? Alors par rapport à cet aspect de distanciation sociale et de rassemblement, donc Madame la Présidente l'a répété, ce sont les premières mesures qui permettront de ne pas faire propager le virus. Donc bien sûr que la police va continuer d'être active dans le terrain par rapport à ces aspects-là, de faire respecter les distances tant que faire se peut. Et puis bien sûr, nous invitons toute personne à continuer ses efforts, de ne pas se rassembler à plus de 5 personnes, de garder ses distances tant que possible. Mais la police continuera à faire son travail avec bon sens, dans le bon sens, avec proportionnalité bien sûr. Voilà, je sais si on est arrivé au terme des questions. Il me reste à vous remercier infiniment, à vous souhaiter une belle journée. Prenez soin de vous.